Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous rencontrons Monsieur Réal Nadeau. Monsieur Nadeau est un auteur qui a récemment écrit un livre et nous allons parler de son livre en question. Alors, Monsieur Nadeau, je vous laisse vous présenter. Merci. Bien, moi, je suis résident à Thetford, à la résidence Le Renaissance. Et puis, j'ai travaillé beaucoup auprès de la jeunesse, très souvent. J'étais dans des collèges, entre autres, animateur pastoral, etc. Puis, je me suis toujours intéressé, moi, à deux réalités, la justice sociale et aussi les jeunes. Parce que, et la justice sociale, je trouvais que c'est un grand domaine qui est souvent négligé par des gens où on ne prête pas trop attention. On prend un flot de nouvelles à la télévision, ouais. C'est normal dans les journaux, mais cet aspect-là de justice sociale, c'est pas dans le quotidien, là. Mais j'ai ça en toile de fond, une attention à la justice, puis en même temps aussi un certain nombre d'années d'expérience dans l'animation auprès des jeunes. L'animation pastorale. Pastorale, mais puis il y avait bien des conseils personnels ou des entrevues que j'ai faites souvent avec des jeunes de tous les âges, surtout du secondaire ou au niveau du cégep aussi, collégial. Étiez-vous, je m'excuse, étiez-vous enseignant ou... Oui, j'étais enseignant, oui. OK. Vous étiez enseignant à la polyvalente? Pas à la polyvalente, d'abord au séminaire de Saint-Victor en Beauce. OK. Puis aussi au séminaire de Cap-Rouge, séminaire Saint-Augustin. J'ai enseigné là longtemps. Là. OK. Puis après ça, j'ai été en paroisse, pasteur de paroisse. OK. Ici à Thetford? Non, dans la Beauce, puis à Lévis et à Québec. OK. Vous êtes un nouveau résident de Thetford, originaire? D'une certaine manière, originaire du secteur de Pont-Brillant, mais nous, résident à Thetford pour la première fois depuis 4 ans. OK. Bon. On vous a bien situé, là. Bon. Et puis, vous avez écrit un livre récemment. Il porte sur quoi? Il porte sur le drame de la mosquée de Québec et particulièrement sur l'auteur de ce drame. Alexandre Bissonnette? Oui, que j'ai jamais rencontré, soit dit en passant, là. Dans mon livre, je ne fais, disons, le message de personne, là, parce que je ne connais pas sa famille non plus, mais j'ai regardé, j'ai suivi avec attention ce qui s'est passé. Alors, une chose qui m'a vraiment capté mon attention, c'est qu'à un moment donné, au début des procédures publiques, après qu'il eut plaidé coupable, il y a eu 2 semaines d'entrevue, dirais-je, de travail dans la cour, avec la défense puis la couronne. Puis, à un moment donné, le père d'Alexandre, qui est lui-même un avocat de profession, qui a toujours travaillé pas très loin du gouvernement, il a travaillé à l'Hydro-Québec. OK. Et à la fin, justement, des audiences, avant que la sentence soit connue, les journalistes ont interviewé ceux de Radio-Canada, puis d'autres chaînes du Québec et du Canada. Puis, il a dit ceci: durant ces 2 semaines de procédure judiciaire, dont le but est de fixer la sentence, je me suis rendu compte que d'une chose, les avocats de la couronne ont tout fait pour démoniser mon fils. Je soupçonne fortement, pour des raisons politiques, non judiciaires. Là, je peux mettre tout ça entre guillemets, là. C'est exactement ce qu'il a dit. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Alors, déjà, je m'intéressais à cette cause-là, au plan justice, au plan jeunesse. Mais quand il a dit ça, j'ai porté un nouveau regard. Et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai dit, si un homme de sa compétence, il est avocat, il dit que on a tout fait pour le démoniser pour des raisons politiques, non judiciaires. Alors c'est là que je me suis pensé au
au contexte de la mosquée. Ouais. Mais si on récapitule un peu, le 29 mai 2017, c'est là que l'attentat à la mosquée de Québec a eu lieu. Sans vous démentir, c'est au mois de janvier. Oui, janvier, oui. 2017. Le 29 janvier 2017. Oui. Et puis, il y a eu 6 personnes qui sont décédées. Oui. Il y a eu 5 personnes qui ont été blessées. Oui. Puis il y a eu, dans les accusations à la cour, ils en ont mis 6 parce qu'ils ont mis un groupe de 35 personnes Oui. qui ont mis tentative de meurtre. Oui, Parce c'est que ça. faisait comme 6 accusations de tentative de meurtre. Au départ, M. Bissonnette a plaidé non coupable. Oui, longtemps. Ouais. Oui. Et puis, la journée où son procès devait débuter, je sais pas si c'était l'enquête préliminaire ou le procès. Non, l'enquête préliminaire, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, OK. On en reparlera peut-être tantôt. Ben, on peut éclaircir ce point-là tout de suite. Il n'y en a pas eu, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est que l'enquête préliminaire a pour but de faciliter le travail de la défense. Parce que c'est la couronne donne tout le détail des accusations. OK. Et il n'y en a eu aucune. Alors, c'est pour ça que le juge, dans son jugement, a dit il a été cité à procès par accusation directe. OK. C'est une façon de procéder qui est légale. Qui est légale, mais qui n'est pas nécessairement un hasard. Parce que ça rend plus difficile la défense. Ouais. Parce que la couronne ne donne pas... en général, ils le font, l'enquête publique, l'enquête préliminaire. C'est plutôt exceptionnel qu'elle n'a pas lieu. Mais dans son cas, à lui, dans le cas d'Alexandre Bissonnette, il s'était livré lui-même à la police une demi-heure ou 3/4 d'heure c'est ça. après. Alors là, ça pouvait peut-être justifier le fait qu'il n'y ait pas d'enquête préliminaire. Ah, peut-être, je ne sais pas les motivations, mais je sais que les avocats de la couronne, de la défense, ont posé à la cour la question suivante aux avocats de la couronne. Pourquoi n'avez-vous pas fait d'enquête préliminaire? Alors, les avocats ont répondu, bien, le directeur des peines des PCP, là, celui qui porte les accusations, il a beaucoup réfléchi. Donc, une manière de ne pas répondre. Ouais. Pas de répondre. Mais pour continuer dans l'historique, quand le début du procès est arrivé, Alexandre Bissonnette a dit « Moi, je plaide coupable ». Oui, au début des représentations sur la sentence. Non, avant. Là. Ah, non, avant. Les représentations pour la sentence, ça s'est fait après que lui ait plaidé coupable. Exactement. Mais le matin même, quand même, il avait dit au juge son intention de plaider coupable. Mais le matin même de l'ouverture des procédures, il n'avait pas encore modifié son affaire. Okay. Officiellement, il plaidait non coupable. Et dans l'après-midi, la même journée, là, il avisait le juge qui plaidait non coupable. Qui plaidait coupable. Qui plaidait coupable. Ouais. Et c'est là qu'ils n'ont pas eu à faire un choix de jury. Parce Oui, il aurait pu... dans un cas comme celui-là, il fallait absolument qu'il y ait un jury. Oui. S'il plaide non coupable. Puis le procès aurait pu amener des éléments qui auraient été favorables à l'accusé, peut-être. Ah, probablement. Mais dans ce que vous avez peut-être écrit dans le livre, c'est que dans les représentations avant sentence, les procureurs de la couronne, là, ils ont fait... une panoplie de déclarations. C'est là-dessus que vous avez des objections? Il y a eu quelques déclarations publiques qui disaient, les avocats disaient leur intention de demander 125 ans d'incarcération suivant la loi Harper des sentences consécutives. Consécutives. Déjà, à sa face même, ça pose question
Comment un juge pourrait condamner quelqu'un à 125 ans de prison quand on sait que la vie humaine dépasse guère? Puis de toute façon, la Cour suprême a tranché là-dessus. Oui, ben c'est fini. Oui. Et justement, tout ça a eu lieu avant la décision de la Cour suprême. Parce que si ça avait eu lieu après la décision, peut-être que le jeune homme en question n'aurait pas plaidé de la même manière. Parce que là, il prenait le risque d'avoir je sais pas combien d'années, là. Alors, c'est pour ça qu'il a décidé finalement, à mon humble avis, là, lui, officiellement, il avait plaidé coupable, mais moi, voyant tout le contexte, je crois qu'il n'avait rien à perdre en plaidant coupable. Parce que il se sentait, à cause du contexte qu'il y avait, à cause aussi du contexte médiatique. Oui. Oui, c'est sûr qu'un événement comme celui-là, à travers le monde, il n'y en a pas eu beaucoup. Non. Il y en a eu un en Suède, il y en a eu une couple ailleurs, là, mais oui. Ça a été un événement au Canada. C'est la première fois que ça arrivait. Oui. Mais maintenant, si je me permets de comparer le drame de la mosquée avec ce qui vient d'arriver à Laval, le camionneur qui a foncé dans le Ou encore à Amkoui, cette semaine. À Amkoui. Là, je suis moins au courant pour Amkoui, je le sais un petit peu, mais j'aimerais mieux passer. Celui de Laval. Oui, okay. de Laval, parce qu'il y a un petit recul. Là. Tu regardes, il y a une grosse différence dans les deux cas. Dans la réaction médiatique. Les médias, pour le cas de Laval, ont déploré évidemment la tragédie. Puis ils ont parlé des politiciens qui sont allés là. Puis ils ont mentionné dès le début qu'il y aurait une évaluation psychiatrique de ce camionneur. Puis ils ont donné des nouvelles pendant plusieurs jours à ce sujet-là. Là, aux dernières nouvelles qu'on a eues, il y a environ 2 semaines, la Cour a accepté que l'évaluation du psychiatrique se fasse sur 30 jours à l'Institut Pinel. Alors qu'on a une vraie bonne vision de ce qu'il en est. Ben, ça pose question sur la lucidité de la personne aussi. Hein? Oui, oui. Mais l'autre, il n'y a pas eu ça, là. Il n'y a rien eu. Ouais, mais son procureur à lui, son avocat, l'avocat de la défense, ne l'a pas demandé non plus. Il n'a pas demandé, c'est une erreur. D'ailleurs, cet avocat de la défense-là, et au bout de 6 mois, il a démissionné. Et je regardais dans l'Internet, il n'a pas donné de raison. Le juge a accepté sa démission. Mais quand on regarde l'Internet, il avait des difficultés sérieuses avec le barreau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un manquement de ce côté-là aussi. Mais cet homme-là vivait des difficultés avec le barreau à l'époque. Ouais. Ça aidait pas. Est-ce que c'était un avocat de l'aide juridique? Ou c'était de pratique privée? Au début. Okay. Après, c'est seulement après que cet avocat-là s'est désisté, que Alexandre Bissonnette a eu recours à l'assistance juridique. Okay. Et si on revient là, sur les représentations pour la sentence, les représentations qui ont été faites par les procureurs de la Couronne, mais il faut dire que ces prétentions-là des procureurs de la Couronne, ça venait d'une enquête exhaustive qui avait été menée par la police sur qui était Alexandre Barrette. Alexandre Barrette, Bissonnette, c'est-à-dire... Alexandre Bissonnette, c'était un homme de 27 ans qui étudiait à l'Université Laval en sciences politiques. Oui. Et puis, il y avait une intolérance religieuse manifeste qui a été prouvée, là. Oui, puis, il était islamophone. Il disait ouvertement. Oui, il l'a dit. Je peux vous donner quelques précisions là-dessus. Il ne faudrait pas oublier le contexte où l'événement est arrivé. Le contexte, par exemple, je viens de faire une petite comparaison avec l'élément de Laval, ça n'a pas de rapport avec l'actualité nationale, internationale, non. La politique non plus. Tandis que l'autre, il y avait deux réalités concomitantes à ce drame-là. Il y avait l'État islamique qui, à cette période-là, pratiquement toutes les semaines, il y avait un drame qui se déroulait d'un pays, ensuite d'un autre, des églises qui étaient qui explosaient, des décapitations. L'État islamique était en pleine activité avant le drame de la mosquée, puis un bon bout de temps après. Donc, ça a créé
une sorte de fixation chez les jeunes aussi. Ouais, mais il écoutait aussi le président des États-Unis à l'époque, Donald Trump, qui, Trump, venait d'interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis en disant qu'il voulait renverser le gouvernement, puis c'était des terroristes. Oui, bien, il a généralisé. Il y avait 6 pays. Puis ça l'a influencé, Bissonnette. Ben, il a eu peur de ça aussi. Ça l'a... il était jeune. C'est un type, d'ailleurs, très émotif. Hein. Déjà, quand il était très jeune, en 4e année, à 4 ans, dis-je, ses parents ont parlé, m'ont donné aux journalistes pour dire qu'il a dû avoir des soins à un hôpital à Québec parce que sa santé est très fragile. Il restait toujours un type émotif, bien intelligent, mais émotif. Alors, c'est une coordonnée, je ne peux pas oublier, c'est que justement, l'État, il réagissait à l'État islamique. Puis il a dit d'ailleurs, et le juge l'a mentionné dans le procès, dans le jugement, il a dit, j'ai eu peut-être quelques pensées agressives contre les musulmans, mais c'était pas ça normalement. Depuis que j'ai pris conscience de ce que faisait l'État islamique, ça m'a bouleversé beaucoup. Et c'est là que j'ai eu, je le cite, quelques pensées islamophobes. OK. Et c'est à partir des drames. Mais n'empêche que quand ils ont fait le relevé de ce qu'ils pouvaient regarder sur Internet, ils suivaient les mouvements de droite américains, notamment le Ku Klux Klan, le KKK qu'on appelle. Oui. Ça l'influençait aussi. Oui, sûrement. Mais maintenant, j'aurais une précision importante à dire là-dessus. C'est vrai ce que vous dites, là. Il a été influencé par des gens mettons à l'âge de 13, 14, 15, 16 ans, qui étaient comme ni plus ni moins ses héros. Mais il y avait 2 choses qui se passaient. C'est que Alexandre Bissonnette a vécu un problème dont les médias ont très peu parlé, seulement après toutes les affaires juridiques, c'est qu'il a été victime d'intimidation. Et ça, le père le soulignait souvent, même devant la caméra. À partir de la 5e année primaire jusqu'au cégep inclus. Alors... Quel genre d'intimidation qu'il y avait? L'intimidation, c'est qu'on riait de lui, puis on le malmenait. À un moment donné, on lui faisait peur, on lui donnait des jambes bêtes dans les corridors. Toutes sortes de choses. On prenait, par exemple, un cartable, puis on lui lançait presque à la figure, on arrêtait 2 pouces avant. Il était sur un stress. Il était tellement agressif, là, par exemple, en secondaire 3, qu'il dit à un moment donné, j'aurais tellement souhaité que mon école brûle, tellement que c'était difficile pour moi d'aller à l'école. J'étais toujours vu d'une mauvaise manière. Et puis, même son institutrice a parlé lors des représentations sur la sentence, Mme Lucie Côté, elle a dit il a été vraiment victime du harcèlement? Un harcèlement continu, là, pratiquement tous les jours, du secondaire 5, de 5e primaire au collégial, 3e collégial inclusivement. Il y a quelque chose de détraqué à une personne, là. Et puis, même c'est ça, une chose absolument étonnante dans le jugement, en tout respect, monsieur le juge, il a dit que l'intimidation n'était pas un facteur atténuant par rapport à une sentence. À l'acte posé. Mais je dis à moi-même, il n'a pas l'air d'être au courant. Les parents eux-mêmes ont témoigné souvent qui ont fait des démarches auprès des professeurs, auprès des directions d'école, mais rien ne changeait finalement. Dans une grosse école, c'est plus difficile, évidemment, pour les parents d'intervenir. Ouais. Puis donc, ça a marqué beaucoup les jeunes, ça. Ça a détruit quelque chose en lui-même, parce que surtout qu'il était émotif. Alors, ça l'amenait à la révolte. Alors, il y avait la révolte qu'il y avait de son milieu de vie, puis il y avait ce qu'il prenait aussi du côté de l'État islamique. Les excès de l'État islamique, ça a duré 5-6 ans, ça. Ah ouais. Au moins.
Puis le drame est arrivé dans le milieu de ça, là. Alors, ça, c'est des facteurs qui, objectivement, mon idée, qui ont joué contre lui, dans ce sens qu'ils l'ont blessé. Ouais. Si on revient au volume que vous avez écrit, votre motivation, c'était pas d'excuser les crimes d'Alexandre Bissonnette. Non. C'était quoi, au juste? Vous visez quoi en écrivant ce livre-là? C'est ça. D'abord, mon but n'est pas de faire des accusations là, formelles de qui que ce soit, premièrement. Parce que je n'ai pas l'autorité pour faire ça. Je l'ai d'ailleurs inscrit au début du livre, en note importante. Mon idée n'est pas de faire des accusations à caractère juridique, en aucune façon. Mais de faire des questions, de porter à l'attention des questions que je nécessairement me suis posées, et d'autres certainement aussi, sur des événements qui ont marqué négativement le jeune, puis aussi négativement le public. Parce que le public a pris ce que les médias ont donné. Puis une tragédie telle que celui de la mosquée, il y avait amplement matière à dramatiser. Ils ont fait, par exemple, des entrevues. La radio, c'était leur travail. Je ne critique pas les journalistes, mais ils ont fait des entrevues avec des membres de la mosquée qui ont été des parents de ceux qui sont morts ou blessés. Alors, ça a été, les journaux, les médias ont publié largement ce drame-là. Tandis que si je fais une petite parenthèse avec le drame de l'autobus, là, simultanément, eux autres, ils ont exposé le fait tragique, mais ils ont tout de suite dit, ils ont remis en question l'aspect mental du conducteur. Justement, c'est ça que je voulais dire. Alors, ils ont mis ça en question simultanément. Tandis que pour le cas vous comparez deux éléments qui sont quand même pas pareil, là. Non, c'est juste pas pareil. Le chauffeur de bus, il a foncé sur une école, il savait pas s'il blesserait ou s'il tuerait du monde. Mon idée n'est pas... Tandis que Bissonnette, lui, c'était conscient, là. Il y avait des armes, il y avait une mitraillette qui a pas fonctionné. Mais moi, là, ce que je compare, je peux pas comparer les deux événements tragiques. C'est difficile de comparer des tragédies. Mais vous en avez, parce qu'il nous reste plus 20 de temps, vous en avez sur le fait que tout ce qui a, formé le jeune de sa naissance, ou en tout cas de sa 4e année à aller jusqu'à temps qu'il rentre à l'université. Oui. Et même à l'université, il était encore un peu harcelé. Oui. Que le juge aurait dû en tenir compte pour avoir une sentence moins sévère. Vous n'en arrivez pas à cette conclusion-là. Quand on étudie la réalité de l'intimidation qu'il a vécue, le désespoir où ça l'a mené. Il a dit devant la cour, ça. J'ai vécu un affreux désespoir. Alors, c'est étonnant que M. le juge dise que c'est même pas un élément atténuant dans un procès. Moi, je ne comprends pas, là. Peut-être que d'autres comprendront, mais en tout respect pour M. le juge, il a pu à peine l'exclure. Parfois, par contre, il y a une chose que les médias, surtout les politiciens, ont dite, et que le juge a heureusement rectifié. On l'a accusé d'être un terroriste. Non, ça, il l'était pas. Il l'était pas. Il l'était pas parce qu'il n'y avait pas d'idéologie. Non, la preuve en a été faite là-dessus. Oui, là, ça appuie ça. Mais vous savez que ça a couru longtemps, là. Avec raison. Oui, d'une manière, oui. Mais là, le juge a été très explicite là-dessus. Il y avait 3 paragraphes dans le jugement pour dire que il n'y a pas d'idéologie en arrière de sa tête. Ouais. Il voulait pas lancer un mouvement politique. Non. La conclusion de votre livre, c'est quoi, finalement? C'est ça? On l'a résumé? Que vous auriez... Dans votre livre, vous laissez sous-entendre que la sentence a été trop sévère compte tenu de... Dans mon livre, je laisse entendre l'action. Il y a eu une concomitance entre
l'événement, la politique, puis le fonctionnement de la justice. Ouais. Regardez, quand il se passe un drame, on le sait, c'est le directeur des poursuites qui fait les accusations. Ouais. Monsieur Nadeau, je m'excuse, mais malheureusement, notre temps est écoulé. Bon, mais merci de votre accueil. C'était intéressant, oui. Mesdames, messieurs, vous avez sous votre œil là, à la télé le livre de M. Nadeau. Il va probablement être en vente à la librairie l'Écuyer. Je voudrais signaler en passant que le 29 janvier, c'est une journée nationale de commémoration de l'attentat et d'action contre l'islamophobie. Alors, merci de votre écoute, puis procurez-vous le livre de M. Nadeau. Vous allez avoir peut-être plus de compassion pour M. Bissonnette. Merci de votre écoute.